Bienvenue sur Écho d'Afrique. Les pays du Sahel font face à de fortes inondations causées par des pluies torrentielles. Au Niger, le bilan provisoire des fortes pluies qui s'abattent depuis juin est de 65 morts et plus de 300 000 sinistrés. Plusieurs quartiers de la capitale Niamey sont toujours engloutis par les eaux. 34 000 maisons et cases sont détruites et 5 768 hectares de cultures submergés par les eaux. Le précédent bilan faisait également état de la destruction d'une soixantaine de salles de classe, d'une vingtaine de mosquées, de 448 greniers à céréales et de 713 puits d'eau potable. Les régions les plus touchées sont Maradi, Tahoua et Tillabéri, Dosso et Niamey. Le nord désertique n'est pas non plus épargné par ces intempéries. Ces inondations exceptionnelles seraient accentuées par l'ensablement, l'érosion et la déforestation découlant de l'exploitation de l'or. Le bassin du Niger, troisième fleuve d'Afrique, s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés où vivent plus de 100 millions de personnes de la Guinée au Nigeria. En 2019, les inondations avaient fait 57 morts et plus de 226 000 sinistrés. En dépit de sa courte durée, au plus 3 mois, et de la faiblesse des précipitations, ce pays fait face depuis plusieurs années à des inondations, y compris dans les zones désertiques du Nord, également frappées par la sécheresse. Présidentielle en Guinée, 12 candidats dont le chef de l'État en exercice Alpha Condé concourront le 18 octobre prochain selon la liste validée mercredi par la Cour constitutionnelle. Les responsables de la Cour ont indiqué que sur 13 candidatures déposées dans les délais, une seule a été écartée pour des raisons médicales. Par ailleurs, selon les données de la Commission électorale nationale indépendante, le fichier électoral guinéen contient 6,5 millions d'électeurs sur plus de 12 millions d'habitants au dernier recensement général. Le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, va une nouvelle fois croiser le fer avec le leader de l'opposition et ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, qui vient d'être écarté par le Front national pour la défense de la Constitution pour s'être présenté à cette élection. Si le plus grand opposant veut éviter la politique de la chaise vide et croit à une victoire dans les urnes face au président sortant, ce n'est pas du goût de ses anciens alliés qui maintiennent le mot d'ordre du boycott pour faire barrage à un troisième mandat de Alpha Condé, âgé de 82 ans, au pouvoir depuis 2010. Après plusieurs mois d'ambiguïté, le chef de l'État sortant a confirmé sa candidature le 2 septembre. Lui et ses partisans soutiennent que la nouvelle constitution adoptée en mars remet son compteur personnel à zéro et lui permet de se présenter. Ses adversaires dénoncent un coup d'État constitutionnel. La protestation a mobilisé à différentes reprises des milliers de Guinéens. Elle a donné lieu à des raids. Des dizaines de civils ont été tués. Présidentielle en Côte d'Ivoire, après le dépôt de son dossier de candidature le 31 août dernier, Guillaume Soro sera officiellement investi par son mouvement politique Génération et Peuple Solidaire le dimanche 13 septembre 2020. Cette investiture lèvera certainement un petit coin de voile sur le projet de société de celui en qui ses militants voient l'homme qu'il faut pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. Pour l'instant, l'ancien chef rebelle, ancien allié d'Alassane Ouattara, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, ignore royalement sa radiation des listes électorales consécutives à la condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme qui pèse contre lui. C'est d'ailleurs cette condamnation et un mandat d'arrêt émis à son encontre pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national qui l'ont contraint à l'exil en France depuis son atterrissage avorté à Abidjan en décembre 2019. Cependant, Guillaume Soro compte bien rentrer dans son pays pour prendre personnellement part à la campagne électorale. C'est du moins l'annonce faite par ses proches qui prévoient le retour de leur leader en terre ivoirienne avant le 15 octobre. Le président du GPS, Guillaume Soro, à l'instar de plusieurs opposants politiques, dénonce par ailleurs la candidature du chef de l'État sortant qu'il juge anticonstitutionnelle. Son investiture le 13 septembre 2020 interviendra au lendemain de celle de Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, prévu à Yamoussoukro. En Éthiopie, la région du Tigré a défié mercredi le pouvoir fédéral en organisant les élections.
Dès la matinée, une foule d'électeurs se pressait devant les 2600 bureaux de vote ouverts pour élire les 190 sièges du Parlement régional. Le gouvernement du Tigré s'est voulu exemplaire à travers le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Le grand favori est le Front de libération du peuple du Tigré qui a mené la lutte contre le régime communiste du DEG jusqu'à la chute de ce dernier en 1991 et qui dirigea ensuite la coalition au pouvoir. La région a récemment adopté des mesures de lutte contre le coronavirus plus strictes que le reste du pays, avec une quarantaine obligatoire pour la plupart des visiteurs. Le gouvernement régional, en conflit ouvert avec les autorités fédérales du Premier ministre Abiy Ahmed, a décidé de tenir ce scrutin législatif envers et contre tout, jugeant que le report officiel de l'élection au niveau national pour cause de Covid-19 n'était qu'un prétexte du chef du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Cette prise de position a irrité Addis Abeba, où des responsables électoraux ont clamé en juin que le scrutin au Tigré n'avait pas de base légale. Les résultats seront connus dans quelques jours. Pandémie de coronavirus, en Namibie, les autorités ont décidé d'assouplir davantage les restrictions pour les touristes venant de l'étranger dans le but d'empêcher l'effondrement de l'industrie du tourisme. Le secteur avait été rudement frappé depuis la fermeture des frontières en mars. Désormais, les touristes peuvent se rendre dans leur destination pré-réservée et prendre part à des activités pendant 5 jours maximum, après quoi ils seront testés pour le virus. S'ils restent moins de 5 jours dans leur destination pré-réservée, ils peuvent se rendre dans une autre destination sans subir de test. En vertu des règles introduites en juillet, les touristes devaient être mis en quarantaine pendant 7 jours dans leur première destination, ce qui a entraîné un grand nombre d'annulations. Depuis le début du mois, les annulations s'élèvent à hauteur de 115,7 millions de dollars namibiens, selon les données officielles. Direction Madagascar, le président Andry Rajoelina a autorisé un nouvel allègement des mesures sanitaires sur tout le territoire et une reprise progressive des activités quotidiennes à partir du 11 septembre. Ceci en raison d'une tendance baissière des cas de contamination. Selon le dirigeant malgache, son pays compte aujourd'hui 14 139 guéris sur 15 319 atteints du coronavirus contre 200 décès. Une pandémie maîtrisée qui l'a poussé à autoriser la reprise des entraînements sportifs, la réouverture des lieux de culte, des sites touristiques et culturels, des bars et des karaokés à compter de ce vendredi. Mais ces activités doivent se dérouler avec un nombre maximum de 100 clients et doivent prendre fin à 22 h au plus tard. Par ailleurs, les lignes de taxi brousse de la capitale Antananarive vers le sud, le sud-est et l'ouest du pays notamment vont reprendre progressivement à cette date. La mesure était attendue par de nombreux malgaches. Toutefois, le président a prévenu que la lutte contre la Covid-19 n'est pas terminée. Il a exhorté sa population à continuer de respecter les gestes barrières, comme le port du masque qui est obligatoire dans l'ensemble du pays dans les lieux publics. Andry Rajoelina a rajouté que la situation d'état d'urgence sanitaire continue sur le territoire tant que le coronavirus n'est pas complètement vaincu. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.